tu te présentes, David? David Mendels, 50 ans. Euh, David Mendels, 50 ans. Je suis docteur en physique, physicien. Je ne suis pas dans le médical. J'ai été prof à Jakarta et actuellement, je suis cofondateur et directeur technique d'une start-up à Aix-en-Provence. On va parler ensemble des tests, parce que j'ai été alerté par un mail et par plusieurs personnes qui, en gros, m'écrivent en me disant que il y a une énorme fumisterie dans l'histoire des tests Covid, sur le fait qu'à la fois les tests Covid ne seraient pas fiables et qu'il y aurait une sorte de manipulation derrière tout ça. Alors, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais je suis ravi de faire cet entretien avec toi, parce que on va prendre notre temps, parce que c'est une matière technique qui est assez compliquée, mais en même temps qui est très scientifique et qui, à la fin, peut nous permettre de dire blanc ou noir, quoi. En tout cas Oui. d'avoir des choses très rationnelles là-dessus. Donc, on va commencer. Enfin, je vais te poser des questions et quand je comprends plus, je t'arrête et tu D'accord. un peu. Donc, vous, enfin, ta société répond à un appel d'offres. On lui dit, voilà, on va en France lancer toute une série de tests Covid. Il y a plein de candidats qui nous envoient leur manière de tester si les gens sont atteints ou pas de cette maladie. Et à vous, société enfin, je ne sais pas comment on peut vous appeler, d'intelligence artificielle, ou vous êtes au départ, vous êtes quoi? Alors, au départ, donc nous, notre métier de base, c'est on fait de l'intelligence artificielle en microscopie. C'est-à-dire qu'en fait, on développe des tests de diagnostic pour la microscopie. On remplace l'œil humain par la caméra d'une tablette et on remplace l'analyste par une intelligence artificielle. C'est la base de notre activité. On a vu le confinement arriver. Il y a eu un appel d'offres de l'armée française, du ministère des Armées, qui appelait à toutes les bonnes volontés pour résoudre la crise liée au Covid. Et là-dessus, on s'est posé la question et on s'est dit, nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout le monde nous demande si on peut développer un test pour ça. Or, le Covid, c'est un virus, c'est beaucoup trop petit pour être vu en microscopie optique. On ne fait pas de microscopie électronique, donc ça, on oublie. Et c'est là que j'ai repensé à une requête qui nous avait été faite il y a 4-5 ans par le Centre de transfusion sanguine pour lire les tests de diagnostic rapide. On avait regardé ce qu'on pouvait faire dessus et à l'époque, on n'avait pas décidé de donner suite. Quand arrive la crise du Covid, nous en France, on a entre 2 et 3 mois de retard. Et on s'aperçoit que les Chinois, qui eux sont face au Covid depuis bientôt 3 mois, les Coréens, pareil, ont déjà développé des tests de diagnostic rapide. On se dit, bon, ben, on va remettre en route ce projet qu'on n'avait jamais fait, sur lequel on avait des idées. Étant donné tous les progrès qu'on a fait depuis le temps où on nous avait fait la demande, on peut le tourner beaucoup plus vite. C'est-à-dire, on peut sortir un prototype en une semaine, En grosso modo. s'inspirant de ce qui se faisait en Asie. En s'inspirant de ce qui se faisait en Asie, c'est-à-dire ces tests de diagnostic rapide, on se dit, nous, on va pouvoir les lire et surtout, on va pouvoir les lire mieux qu'un humain. Les lire, ça veut dire Oui. quoi, les lire? Alors, les lire, voilà. Un test de diagnostic rapide, donc, ça ressemble à ça. On a un puits, je vais prendre un stylo pour te montrer, on a un puits dans lequel on met l'échantillon. L'échantillon, c'est généralement du sang ou du plasma sanguin, c'est-à-dire le sang dont on a retiré les globules rouges, les globules blancs. Et on a un deuxième puits dans lequel on met un tampon. Le tampon fait circuler le sang à travers une couche barrière ici, qui le débarrasse de ces globules rouges, et on fait monter que le plasma sanguin le long de cette fenêtre, qu'on appelle un appareil à flux latéral. C'est-à-dire on a un flux de fluide qui monte le long d'une bande, et cette bande a été pré-imprégnée avec des réactifs qui te donnent une barre au minimum, qui est la barre de contrôle, et on a ces 2 barres ici, et qui, dans ce cas-là, prouvent la présence des anticorps du Covid dans ton sang.
La difficulté de lire en fait CRDT provient du fait que quelquefois la barre est pas très bien marquée. Tu vois, celle-ci, elle n'a pas beaucoup de contraste. Donc nous, en fait, on se posait dans l'optique de l'autotest. Si je veux faire le test à la maison, comment je fais pour désambiguer le fait que certaines barres apparaissent pas bien ou qu'elles apparaissent uniquement partiellement? Comment je fais pour lire en même temps ce RDT-là, ce RDT-là, ce RDT-là, Hum. Mais quand tu dis quand je fais le test à la maison, ce RDT-là. ça signifie quand même que la personne doit faire une prise de sang toute seule. La personne doit se piquer le doigt. C'est Ah oui, une goutte de sang suffit. C'est très très simple à faire. En fait, ok. tu te piques le bout du doigt, tu pipettes une goutte de sang Hum. de 10 microlitres, donc très très peu. Tu remplis D'accord. le petit puits. Ok, Tu fais qu'une mais filtration. c'est ces tests-là qu'ils font en Chine et en Corée? Parce que j'ai Oui, vu alors sortir des cotons-tiges dans le nez. il y a trois types de tests. Il y a le coton-tige dans le nez, comme tu l'appelles, qui en fait, c'est pas un coton-tige, c'est une brossette, parce que tu dois enlever des cellules. Et ça, c'est un test ADN. C'est un test qui est basé sur l'ADN. C'est ce qu'on appelle la PCR, pour Polymerase Chain Reaction. Ça fait énormément de progrès ces 20 dernières années, c'est-à-dire que ça va beaucoup plus vite. Maintenant, tu peux faire du séquençage d'ADN et aller retrouver s'il y a Et une le séquence qui séquençage d'ADN correspond. te permet de déterminer si tu es souffrant du Covid ou pas. Oui, exactement. Ça te permet de déterminer si le virus est présent dans ton sang. D'accord. Donc, en fait, on reviendra là-dessus, mais il y a une certaine échelle de temps qui correspond à la performance la meilleure de chaque test. Donc, la PCR marche très bien quand tu as été exposé au virus, qu'il est latent, c'est-à-dire tu peux très bien être asymptomatique, ou qui vient de se déclarer. Mm. Après ça, la PCR ne sert plus à rien parce que le virus est plus présent dans des doses suffisantes pour pouvoir fonctionner. Il y a deux choses en fait qui viennent avec. Il y a deux énormes inconvénients de la PCR qui sont que, un, le prélèvement doit avoir été très bien effectué et c'est pas facile. C'est-à-dire c'est un prélèvement qui peut être effectué que par du personnel médical. Simplement parce qu'on t'enfonce une tige de 10-12 cm dans le nez, jusqu'au fond du nez, et que tout le monde a un réflexe de recul. Donc, il faut que la tête ait été bloquée. On avait un problème typique dû au Covid, qui est que quand on t'enfonce une tige dans le nez, comme ça, ton réflexe aussi, c'est d'éternuer et de tousser. Donc, de toute façon, pour faire le prélèvement, il fallait que le personnel médical soit entièrement carapassé, c'est-à-dire masque, visière, la charlotte, la combinaison. Donc, c'est un test qui n'est pas facile à faire. Et l'optique dans laquelle moi, je me plaçais en tant que physicien ayant enseigné les stats, c'était que pour avoir une statistique qui soit valable, il fallait un large échantillonnage de la population qui soit testé. Et en principe, des larges échantillonnages sur les clusters aussi qui soient testés. Donc, au niveau de la PCR, c'était simplement pas faisable au niveau de la rapidité du test. Au niveau national, on n'avait pas les réactifs non plus. Il y a une autre méthode qui est dite ELISA, qui est aussi basée sur la biochimie et la fluorescence, pour laquelle on n'avait pas les réactifs non plus et on n'était pas forcément plus compétitif en termes d'automates et en termes de temps. Et donc, il nous restait les tests de diagnostic rapide sur le sang. Ton groupe, enfin la société, on peut dire, il vaut mieux pas dire son nom de la société où tu travailles, ou on peut la dire, on peut la Non, citer. on peut la dire. On peut la dire, c'est X-Rapid Group. Vous fabriquez des tests ou vous n'en fabriquez Non, pas? on ne fabrique pas de Vous tests. n'avez pas d'intérêt marchand, vous êtes des contrôleurs très indépendants de ces tests. C'est pour ça qu'on fait appel à vous. Complètement.
Complètement, et surtout parce que on développe, on développe un lecteur qui est universel, qu'on essaye actuellement Un lecteur de de test, pousser. qui n'est Un pas lecteur de uniquement sur test. le Covid. Vous avez fait vos preuves sur la malaria, vous avez sur Voilà. d'autres. On l'a fait sur malaria. On est en train de regarder d'autres types de tests maintenant pour le généraliser. Certains cancers qui peuvent être regardés comme ça, enfin, certains marqueurs de cancer qui peuvent être regardés comme ça, beaucoup d'allergies qui peuvent être regardées comme ça. Donc c'est vraiment une solution. Notre but, de toute façon, c'est d'arriver à avoir une boîte qu'on puisse avoir chez soi pour s'auto-tester. Tous ces tests, à un moment ou à un autre, doivent être accrédités. Pour être accrédités, les tests eux-mêmes doivent être testés. La manière de tester ces tests, c'est d'avoir une librairie de sérums. Dans le cas qui nous intéresse, il y avait 250 sérums positifs au Covid, 250 sérums négatifs au Covid. Ce sont des patients qui ont donné leur consentement pour que leur sang soit utilisé à des fins de recherche. Ouais, Donc, si je comprends bien, vous avez une population de base de 500 patients qui ont donné leur voilà, sérum, dont la moitié est positif au Covid et l'autre voilà, moitié donc n'a pas le Covid et est négative. Ça, exactement. c'est votre échantillon, on va dire, de base. Et vous avez Oui, des industriels ou des groupes pharmaceutiques qui ont fabriqué des tests français, étrangers, oui. qui vous les envoient via le ministère de la Santé. Vous ne les recevez pas directement. Donc la manière dont ça s'est fait, c'est que les tests ont été effectués par le Kremlin Bicêtre à Paris, l'hôpital Bicêtre, qui eux avaient mis en place leur librairie de sérum. Euh, et donc nous, on a eu accès aux résultats des tests par le Kremlin Bicêtre, et surtout le Kremlin nous a envoyé des caisses et des caisses de Le tests test. de diagnostic rapide euh, pour qu'on puisse les photographier et mettre au point l'intelligence artificielle. Si je continue du côté médical, donc le Kremlin Bicêtre, eux, avaient commencé avec certains fournisseurs, fabricants de tests de diagnostic rapide. Nous, on a contacté des distributeurs de tests. On a contacté aussi des fabricants de tests en leur disant on fait un test à grandeur réelle qui est sérieux scientifiquement. Voici les justifications scientifiques pour ce test, patati patata. Et pour que votre test rentre dans l'étude, il faut nous envoyer 550 tests. C'est-à-dire que sur les 550, il y en a 500 qui passaient au Kremlin Bicêtre, et il y en avait 50 qui étaient envoyés au CNR, le Centre national de référence, qui est Pasteur. Et Pasteur, sur leur banque de sérum, qui est différente de la banque de sérum du Kremlin Bicêtre, doit vérifier les chiffres du La Kremlin. véracité, si les tendances sont les mêmes. Exactement. Le Si les Kremlin. tendances sont les mêmes, voilà. Je repose ma question Et de départ oui, parce qu'elle est importante. C'est qui vous missionne précisément, vous, X-Rapid? Qui vous donne la mission? Vous avez un ministère de la Santé. c'est un développement complet de notre part sur nos fonds propres. C'est-à-dire que quand on a regardé l'appel d'offres de l'armée, on les a contactés, ils nous ont renvoyé un dossier à compléter qui était long comme un jour sans pain, et ils nous ont clairement indiqué qu'en fait, la crise serait probablement terminée avant que le dossier aboutisse. De toute façon, vu qu'on était confinés, on a pris sur nous de développer cette activité pendant que le reste du business était Oui. arrêté. Donc vous-même, vous n'êtes pas missionné ni contrôlé par le ministère de la Non, Santé. du tout. Du tout. Ce qui fait qu'en fait, on a la liberté complète d'en parler. Sur ce projet-là, très honnêtement, on n'a pas de conflit d'intérêt, à savoir qu'on n'a rien signé avec aucun des fabricants de tests. On met l'application en ligne. Si on arrive maintenant on va dire au scandale,
Combien de fabricants de tests, alors parce qu'il y a des fabricants et des distributeurs, mais enfin en tout cas, combien Oui. d'entités vous ont envoyé des tests à tester pour que vous les labellisiez? Ils ne sont pas tous passés par nous. Il y en a qui sont passés par le Kremlin. C'est un peu. Oui. Mais à la sortie, on en a testé 11. 11. Ouais. Donc il Tous y a ceux 11 qu'on avait. fabricants de tests qui Voilà. veulent avoir le marché des tests en France Voilà. et qui demandent votre label. Voilà. Au Kremlin, ils ont testé les mêmes tests que vous, les 11, ou ils en avaient d'autres en plus Ils des ont testé 11? les mêmes que. Non, ils ont testé les mêmes que nous. Donc le Kremlin, tout le monde teste les mêmes tests. Et ces 11, Voilà. ce sont des fabricants ou des groupes de pharmaceutiques français, étrangers, Sur les 11, les des Français, il y en a Chinois un. aussi. Hmm. Il y en a un. Il y a un franco-suisse, enfin suisse plutôt. Il y a un ou deux Américains et tout le reste est chinois. Et comment dire, l'enjeu financier est intéressant pour si les tests sont choisis pour ces groupes. Oui, potentiellement, oui. Ça dépend le nombre qui vont en écouler, mais oui, l'enjeu financier est important. On n'avait aucune idée pendant près de 2 mois si les tests seraient remboursés par la Sécu. C'est la spécificité française, c'est que Ça rembourse. pour qu'un, voilà, il faut que ce soit remboursé pour qu'un test ou un médicament marche. Il y a beaucoup de lobbies qui se sont mis dessus, notamment pour savoir qui pouvait faire les prélèvements, si on pouvait le faire tout seul à la maison, ou s'il fallait que ce soit fait en laboratoire ou en pharmacie, ou si une infirmière a le droit de le faire. Et les tests sont vendus On en passe les. entre 30 et 50 balles en pharmacie, quoi, à peu près. Oui, je crois qu'on trouve à partir de 20 sur l'Internet jusqu'à 99. Je crois que Ouais. j'en ai vu un à 99 € sur l'Internet. Et très, très honnêtement, moi, la vue que j'en avais depuis le début, c'est que les gens doivent pouvoir se tester. Non, mais ça me semble bien logique, c'est la liberté individuelle de chacun. Mais Voilà, la question numéro un, c'est moi, je veux bien me tester, mais il faut que ce soit fiable. Donc, ce qui garantit la exactement. fiabilité, c'est votre boîte, et c'est là que ça commence à craindre un peu. Oui, c'est là qu'il y a souci, puisque on a vu tous les résultats défiler. On a une caractérisation extrêmement fine de chaque test rapide là-dessus. Donc, ce qu'il faut bien comprendre dans le chemin de l'accréditation, c'est que celui qui fait la mesure ne délivre pas l'accréditation. Mm. Donc, celui qui fait la mesure livre ses résultats, il livre ses recommandations. Ces recommandations doivent rentrer dans un certain intervalle, ce que j'appelle les fourches codines. Il doit passer par les fourches codines de la Haute Autorité de Santé, qui déclare que au-dessus telle valeur de fiabilité, Mm. le test est valable. Donc, ce qu'il faut peut-être que tu expliques, c'est qu'il y a deux critères pour mesurer la fiabilité d'un test. Voilà. Il y a deux critères pour mesurer la fiabilité d'un test qui sont, donc, si on repart de notre banque de sérums, on va en sortir une statistique. Et cette statistique, elle va être basée sur le nombre de faux positifs, c'est-à-dire les sérums dont on sait qu'ils sont négatifs parce qu'ils ont été testés par biologie moléculaire. On sait qu'ils sont négatifs, qu'il n'y a pas de virus, il n'y a pas d'anticorps dedans. Et pourtant, ils sortent positifs. Il peut y avoir plusieurs raisons pour ça, donc notamment, par exemple, quelqu'un qui a été exposé à un virus SARS précédent qui ressemble beaucoup au Covid. Le Covid, c'est le troisième virus SARS qui passe à l'humain. Donc, il y a eu le SARS il y a 20 ans, il y a eu le MERS il y a une douzaine d'années, qui ont été très localisés et qui ne sont pas développés partout à l'étranger. Mais tout le monde a entendu parler du H1N1 et du H5N3. Ceux-là peuvent sortir potentiellement positifs parce que les réactifs ne sont pas très Ça, c'est ce qu'on appelle c'est le critère de sensibilité, et il y a le critère de spécificité, c'est autre chose. Alors, le critère de spécificité, c'est autre chose. Ce sont les faux négatifs.
C'est des gens qui sont atteints du Covid Et le test ne le montre pas. C'est potentiellement beaucoup plus grave que le faux positif, et ben parce que le faux négatif, tu risques de tuer le patient. bah, voilà. Donc voilà. Pour la malaria, eh ben, quand on avait regardé ça, tu avais le moyen en fait de régler la sensibilité et la spécificité. Mm. Et donc, tu veux la régler pour la malaria qui potentiellement tue, tu vas avoir 0 faux négatif. Mais par Ouais. contre, ça fait monter ton nombre de faux positifs. Donc, tous les tests potentiellement peuvent être réglés comme ça. Et donc, ben, c'est l'étude de base qui est la plus intéressante parce que si tu prends un test qui est à 90% de sensibilité ou de spécificité, tu fais une erreur sur 10 patients, C'est et beaucoup. ce qui est beaucoup. Et à ce moment-là, la statistique de base que tu obtiens C'est faussé. elle est complètement invalide. Là, ce qu'il faut dire, c'est pour qu'un test Covid soit déclaré conforme, enfin, selon les critères d'ailleurs qui sont définis par l'autorité à la santé, il faut La Haute qu'il y Autorité ait, de Santé. il faut qu'il y ait, rappelle-moi, il faut qu'il y ait 80. Alors, en sensibilité, 95%, en spécificité, 98%. Donc, si les fabricants franchissent ces barres-là, enfin, Oui, ils sont gagnants et on peut considérer que le test est fiable. exactement. Et Ils sont gagnants, le test est fiable et normalement, derrière ça, le gouvernement doit leur mettre un coup de tampon qui dit qu'ils sont certifiés pour la vente et acceptés pour la vente. c'est dans ces détails-là, dans cette explication-là, qu'on voit quand même qu'il y a le ferment d'un scandale sanitaire. Enfin, j'essaie d'être, comment dire, d'être mesuré dans mon propos quand je dis ça, mais c'est grave de se dire ça. Un scandale sanitaire, c'est mesuré. Il y a en tout cas, donc, si on veut expliquer en fait ce qui s'est passé, c'est on avait les chiffres. On attendait la liste des tests rapides recommandés par le CNR. C'est eux qui mesurent les tests. Et on sait quels chiffres ont été communiqués au CNR. Et derrière ça, on trouve une liste publiée sur Internet qui est complètement différente. Et quand je dis complètement différente, elle est à 1000 lieues de ce qu'on avait vu. C'est la liste officielle recommandée par le gouvernement français. Parce qu'il semblerait qu'on ne soit même pas sûr de qui a pris la décision de mettre cette liste en place comme ça sur le marché. Et si scandale il y a, c'est probablement là. Ça remonte à 15 jours à peu près. Ça remonte à 15 jours, oui. Ouais. Oui. On rentre dans le dur parce que moi, j'ai les chiffres que j'ai. Et là, c'est assez édifiant quand même. Tu as effectivement vu les chiffres d'une source. J'ai vu les chiffres aussi. Donc, il y en a certains qui ratent complètement, qui passent pas, qui sont simplement pas bons. C'est-à-dire, là où on demande 95%, ils sont bien en dessous de la barre des 90%. Il y en a certains qui passent en sensibilité, qui ne passent pas en spécificité, et vice-versa. Et il y en a même un qui est à 75%. Ça veut dire une personne sur quatre est mal diagnostiquée. Oui, et effectivement, de celui-là, on peut parler, on l'a testé, nous, sur nous au bureau, et on est tous ressortis positifs alors qu'on était confinés depuis avant. On a eu zéro symptôme, et en passant, on s'est testé avec les autres aussi, on est bien négatif. Ça posait problème, et effectivement, nous, quand on regarde notre produit qui est un lecteur, ce produit-là rentre pas dans notre lecteur. C'est pas possible. On peut pas dire aux gens d'aller se tester avec ça quand on sait qu'il y a une chance sur 4 que le résultat du test soit, parce mon expression, foireux. Vous avez bossé, vous avez investi du temps et tout ça, et vous découvrez sur Internet cette liste et vous vous dites, c'est là où... Il y a quelque chose qui ne va pas. La liste ne reflète en aucun point le travail qui a été effectué. Bon, je passe les moments de rage parce que ça scie un peu le derrière quand même d'avoir fait le boulot et de voir qu'il n'y a rien qui le reflète.
Mais derrière ça, on se pose quand même la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je donne un exemple typique. On a un test chinois. Ce fabricant fait 2 tests, en fait. Et il a 2 tests qui correspondent à 2 réactifs complètement différents. Il y en a un qui passe pas, un qui passe. Et on retrouve le même test sur la liste des 23 du CNR, qui est 8 ou 10 fois, je ne sais plus, parce qu'il est distribué par différentes personnes en Europe et en France. Oui, parce qu'il y a les Et fabricants et les distributeurs, et les le deux. fabricant et le distributeur, ouais. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, ils ont pris le mauvais. Pourquoi? Sachant que ce mec-là en produit 2 différents, qu'il y en a un qui est très bon, qu'il y en a un qui est pourri, pourquoi on a pris le pourri? Et pourquoi on recommande le pourri? J'arrive pas à comprendre. Et tu as posé des Euh, questions, tu les as alertés. Enfin, votre boîte les a alertés. oui, 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 on a essayé de correspondre avec Le CNR. plus ou moins tout le monde, avec le CNR, avec le CNR par le biais du Kremlin, avec le CNR par différents contacts. Et on n'arrive pas à avoir de réponse au mieux ou de fin de non-recevoir au pire. Donc en fait, scientifiquement parlant, on est, euh, on est sur le cul. Je ne peux pas te dire mieux que ça. Ça fait 25 ans que je suis dans le métier. Cela de résultats, j'arrive pas à les comprendre. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait 23 tests. Il y a 23 tests qui ont été homologués? Oui, Ah oui, et vous, et vous en avez... certains qui sont homologués, partiellement sur la base de on ne sait pas quoi, on ne sait pas quel chiffre. Mon problème principal en tant que scientifique, c'est que ce processus a été complètement opaque. Le processus de sélection des tests. Le processus de sélection des tests a été complètement opaque. Et je pense très sincèrement qu'on ne peut pas nous demander à nous, scientifiques, d'être complètement ouverts avec ce qu'on fait, de passer par la peer review, la revue des pairs, qui est comme ça qu'on publie, d'avoir des données qui soient auditables, d'avoir une charte d'éthique qui est inclue dans chaque travail, et derrière ça, d'avoir une décision dont on a l'impression qu'elle sort de nulle part et qui n'est pas soumise, qui est pas soumise en fait aux mêmes choses. C'est pour ça que pour moi, c'est complètement inconcevable en fait de rompre ces processus qui ont fait leur preuve depuis 400 ans euh, au profit de je ne sais pas quoi. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui en France, enfin depuis 15 jours, des gens peuvent acheter sur Internet, en pharmacie, en parapharmacie peut-être, ou en tout cas sûrement en pharmacie, ces 23 tests-là, dont on est absolument certain que beaucoup plus de la moitié sont pourris, quoi. Quand je dis beaucoup plus Oui, de la moitié, je me réfère, parce que vous n'avez testé que 11 sur les 23, mais dans les 11, oui, si je lis bien les chiffres, il n'y en a que un qui passe la barre des 98 et des 95, un seul. oui, un seul. Un seul, et il y en a 2 autres qui passent la barre de l'acceptable, qui est à 93 peut-être? ouais, 93-95. D'ailleurs, est-ce qu'au Kremlin ou à Marseille, dans tes collègues chercheurs qui ont bossé sur le même secteur, il y a la même stupéfaction? Oui, 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 Et, complètement. et pareil, parce on a testé aussi nous, enfin, on a testé les testeurs, Mhm. et ils comprennent pas, quoi. Enfin, Non. et il y a une sorte de silence radio, pour l'instant, on va voir l'enquête de Marc, mais sur quelle est l'explication, quoi. Alors maintenant, est-ce qu'on peut formuler des hypothèses vraisemblables ou invraisemblables? Vous pouvez parce que vous êtes journaliste. Non, mais Ouais. une des hypothèses d'ailleurs, c'est des discussions qu'on a eues, pas, je ne l'ai pas eu avec toi, mais j'en ai eu avec des gens avec qui j'ai posé des questions, c'est que le politique s'en est mêlé et que les fabricants de tests ou les distributeurs sont des amis
de la Macronie, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'Emmanuel Macron ou que je ne vois pas de complot derrière tout ça, mais c'est les copains, les coquins, quoi. C'est des types qui s'arrangent entre eux, allez, fais-moi passer mon test, etc. Et donc, mais il y a bien un endroit, si on cherche des responsabilités, ce CNR et la Haute Autorité à la Santé sont quand même absolument responsables de cette gabegie. Oui, oui, oui. En tout cas, officiellement, c'est eux. Officiellement, c'est là que ça s'arrête. Derrière ça, est-ce qu'il y a des lobbies, des groupes de pression? Très probablement. Est-ce qu'on dit non à Roche ou à Abbott, qui sont les deux plus grosses entreprises pharmaceutiques de tests? Généralement, non. Là, on est dans Big Pharma, là, les Là, principaux. on est dans le Big Pharma, on est dans les milliards, et on est dans des processus ou procédés qui sont bien opaques. Mais parce que dans les 23 tests, il y en a beaucoup qui tous viennent de grands groupes pharmaceutiques. Il n'y a pas d'indépendants ou de gens On a un indépendant français qui est très bon, qui a passé le test, lui. NG Biotech, qui a passé le test, Ouais. Ah ouais. qui est dans l'acceptable. Il le passe à ras, mais il le passe, et c'est des types qui ont fait un boulot excellent. Alors, eux doivent aussi avoir les boules parce qu'ils se disent, bon, on bosse comme des Bah, bons et puis on est rattrapé sur la ligne par tout un tas de foireux, pour reprendre une expression chère ouais. à… Eux, effectivement, je serais à leur place, j'aurais un peu les nerfs. D'un autre côté, je crois qu'ils ont reçu une grosse commande. Aux dernières nouvelles, ils avaient une grosse commande de l'armée, donc ils sont peut-être aussi tenus au devoir de Alors, réserve. dans la société qui réussit mieux, on peut donner son nom si elle a réussi, la meilleure. Ou tu veux qu'on prenne le Oui, nom? C'est oui, Fine oui. Care, là. Fine Care, donc ça c'est Fine Care, c'est chinois, et c'est une entreprise qui s'appelle Wandfo. C'est d'elle dont je parlais tout à l'heure. Elle a un test qui est fabuleux, le Fine Care, et un test qui est tout pourri, le Wandfo. Et le Wandfo, c'est celui que tu retrouveras sur la liste du CNR. Ouais, bah ouais, c'est dingue. Mais enfin, que le Wonfo, tu dis qu'il est tout pourri. Alors, c'est toi qui dis tout pourri. Mais alors, il y en a d'autres qui sont tout pourris, quoi. Il y en a encore Ah plein. oui, 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 oui. Oui, effectivement, oui, oui, oui. Écoute, David, je sais pas, moi j'ai eu envie de faire cette émission avec toi parce que j'ai mis du temps à comprendre et je suis comme toi, je suis sur le cul. Je te remercie vraiment de témoigner avec cette humilité et c'est très cartésien tout ce que tu dis. Peut-être que sidéré de voir la légèreté, l'absence de Je ne conscience. sais pas, écoute, encore une fois, je suis qu'un scientifique, donc je ne sais pas s'il y a malévolence ou incompétence dessous, mais quand les résultats se perdent à plusieurs niveaux comme ça, on est quand même en droit de se poser la question en anglais on dit Who watches the watchman, Hmm. et qui contrôle les contrôleurs. Ben, Et on est en droit de se poser la question, est-ce que ça s'est passé pour tout, pour la crise du Covid? on peut le craindre parce que quand on voit à tous les niveaux quand même, on ne va pas… On va être honnête, sur les masques, il n'y en avait pas, mais qu'on nous dise que ça ne sert à rien, c'est une hérésie. Derrière ça, donc, on a les tests où il n'y en avait pas, il y en a, il n'y en avait pas, il y en a. On sait très bien le nombre de tests qui peuvent être produits par jour, par semaine. On s'est tapé 2 mois de confinement plantés comme des navets à la maison, alors qu'en fait, on aurait eu la possibilité de tester dès le début. On n'avait pas besoin d'être confiné, il faut le dire quand même. Ah non, mais et c'est d'autant plus Et, énervant, le mot est faible, que la communication du gouvernement, de Macron moins, mais Édouard Philippe et Olivier Véran n'ont pas arrêté depuis un mois de nous bassiner avec les tests en disant maintenant là, on va être opérationnel sur les tests, les tests, les tests. Ils l'ont répété, quoi. Et quand tu vois derrière comment ça se passe, c'est juste pas possible, quoi. Enfin, parce que là, les effectivement, politiques tu ont vas une poser des grosses questions. responsabilité aussi, puisque
ils ont été. Je veux bien qu'au début ils soient pas alertés, donc maintenant ils le seront s'ils regardent cette émission. Mais tu peux pas communiquer comme tu le fais en faisant croire aux Français que tout ça est fiable et sérieux, scientifique et tout, et derrière avoir ce comportement. À un moment, il faut virer tout le monde, quoi. Enfin, je m'excuse, mais On va être super honnête quand même. Nous, scientifiques, pour se dédouaner, on a qu'un seul moyen, c'est de publier les résultats de nos recherches. Et une fois que les résultats de nos recherches sont publiés, s'il y a scandale des tests parce que les tests qui ont été choisis sont tout pourris, on a la traçabilité qui est de c'est pour nos ça que les cahiers de Français. labo. Quand on a fait les expériences, quels sont les résultats d'expérience, où est-ce qu'on les a publiés, comment ils ont été audités. Et pour nous, scientifiques, après, c'est basta, c'est fait, quoi. Je pense que cet entretien va faire réagir. Il y a l'enquête de Marc qui va suivre derrière, et puis on verra bien comment ça réagit politiquement. Et puis on va voir aussi, on va attendre la sortie de l'article scientifique dans la revue en question, quoi. Donc il y aura deux papiers scientifiques. Il y en a un qui traite qui traite des tests de diagnostic rapide, et un deuxième que je suis en train de terminer qui traite de l'intelligence artificielle pour les lire. Donc en fait, on va mettre tout en libre accès. Pas notre outil de travail, mais par contre, la science derrière ça. Ah non, mais c'est ton rôle. À un moment donné, on peut se dire aussi que c'est prendre un risque que de témoigner, mais à un moment donné, se taire tout le temps, c'est accepter l'inacceptable. Enfin, non. Bien sûr que oui, oui. Donc, Ouais. je te remercie d'avoir été un peu plus courageux qu'un certain nombre de tes. J'espère, et on publiera, en tout cas, on mettra un lien sur notre site, sur l'article qui va sortir, quoi. Écoute, X-Rapid Group, de toute façon, on dérive pas d'argent ou peu d'argent, pas, je crois, de cette activité-là. On dérive la majeure partie de nos revenus de vente de microscopes et de vente de tests dans un domaine complètement différent. Donc, pour nous, le risque était très limité. Enfin, il était très limité. Si, on peut se faire mal voir, mais de toute façon, je ne retournerai pas dans l'académique. Donc, D'accord. et honnêtement, ça me révulse. Donc, bon. Je suis moins révulsé que toi, mais je suis pas mal révulsé aussi par cette histoire. Et on va suivre ça de près. Salut. Super. À bientôt.